Bonjour Magid. Bonjour. Vous êtes né en France et français, mais français issu de l'immigration, de parents originaires d'Algérie, de par vos ascendances. Avez-vous l'impression qu'il y a trop d'immigration aujourd'hui en France? Alors si je me focalise strictement sur le cas français, je dirais que l'immigration effectivement n'est pas adaptée et que je pense effectivement qu'il y a peut-être trop d'immigration d'un point de vue quantitatif et que ça a un impact négatif aussi bien économique que socio-culturellement dans les deux camps si je puis dire, c'est-à-dire à la fois notre pays d'accueil à nous et la plupart des pays de départ d'immigration essentiellement pauvres en France puisque je rappelle que la plupart des immigrés qui viennent en France en général n'ont pas de logement tout près et ont besoin de trouver un emploi plutôt que l'inverse, que ce soit par le regroupement familial ou par l'asile forcément notamment. Et on peut toujours trouver des histoires personnelles, des cas particuliers qui démontrent que l'immigration peut être bénéfique, pas forcément centrée sur le cas français. Vous prenez le Sud-Africain Elon Musk qui a émigré au Canada puis aux États-Unis. Voilà, c'est de l'immigration effectivement qui semble être profitable pour tout le monde. Il y a aussi d'autres cas de figure pour le cas français. Mais je crois qu'à échelle macroscopique, à échelle large, je pense que c'est plutôt négatif. Je vais me focaliser sur deux exemples, à la fois l'exemple économique et à la fois l'exemple socio-culturel. Bon, je vais partir d'un lieu commun que tout le monde peut a priori comprendre, sauf des politiciens vraiment démagos. On a un pays en crise du logement, en crise de l'emploi. On a des millions de chômeurs, des gens qui cherchent, des centaines de milliers de gens qui cherchent un logement et des millions de mal logés. Dans ce contexte-là, de façon purement arithmétique, il est logique effectivement que quand on importe des gens massivement comme on le fait voilà, en France aujourd'hui avec plus de 260 000 personnes qui ont eu voilà, qui ont eu un titre de séjour rien que l'année dernière en 2017, et ça ne fait qu'augmenter. 275 000. Voilà, et par définition, en fait, ces gens-là entrent en concurrence avec la majorité du peuple français qui est constitué de gens modestes, que ce soit pour vivre dans leur quartier pauvre, puisqu'évidemment ils s'installent rarement dans les quartiers, dans les villes les plus riches de France. Forcément, c'est une concurrence sur le terrain du logement, sur le terrain de l'emploi. Et même le gouvernement, je crois que c'était Emmanuel Macron qui l'avait admis à demi-mot il y a quelques semaines, et c'était passé totalement inaperçu, je crois, dans la presse. Il avait admis effectivement qu'ils n'avaient pas pu faire le maximum par rapport comment dire, au SDF qu'on n'a pas pu reloger cet hiver comme il l'aurait voulu pour tous, que je peux tout à fait comprendre et je peux tout à fait admettre sa bonne foi dessus, comme n'importe quel président l'aurait dit avant. Et il a dit cette phrase devant les journalistes, il me semble, il a dit ben, on n'a pas pu malheureusement, c'est vrai on a eu à gérer le fait de loger des migrants. Donc il a fait l'aveu quelque part d'une logique comme quoi, évidemment, que loger de l'immigration qui a besoin d'aide, notamment humanitaire, ça entre forcément en concurrence avec d'autres gens qui ont déjà besoin de ça. Si la France était un puits sans fond à logement et à emploi, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, je pense que c'est trop et qu'il faut drastiquement diminuer l'immigration familiale, de regroupement familial et humanitaire, et sans doute également aussi de travail, même si là ça peut sans doute être plus discutable, mais moi je voudrais vraiment que l'immigration soit réduite à son maximum incompressible, et pas du tout de migrants, parce que comme je vous l'avais déjà dit, je pars du principe que des migrants qui fuient un pays, ce pays ne s'améliorera jamais si ce pays passe son temps à se vider de ces populations qui viennent dans les pays de l'OCDE, les pays d'Europe, du monde occidental en tout cas en général. Au final, voilà, les pays d'origine ne s'amélioreront jamais. D'ailleurs, une autre réflexion me vient à l'esprit sur le plan économique. Il y avait des gens d'extrême gauche. Alors aujourd'hui, Mélenchon il est un peu malin parce qu'il a mis un peu en sourdine sur l'immigration. Il a compris que c'était pas trop à la mode de dire ce qu'il disait il y a quelques années. Mélenchon, c'est le genre de personne qui passe son temps à honnir et à critiquer ce qu'il sera forcé d'admettre ou de plébisciter quelques mois ou années plus tard. J'ai l'impression sur plein de sujets, même si je lui reconnais une utilité dans le débat public, comme on peut reconnaître à plein d'autres voilà, hommes et femmes politiques de ce pays. Et il y avait une ritournelle de gauche il y a quelques années qui consistait à dire « Mais attendez, mais pour payer une retraite, il faut 3 actifs. Du coup, ça justifie l'immigration, ça justifie d'accentuer l'immigration. » Mais c'est un raisonnement complètement débile. Déjà, on est quand même beaucoup d'habitants en France, on est pratiquement 70 millions. Et si on doit faire venir de l'immigration pour payer les retraites, l'immigration d'ailleurs qui a des taux de chômage supérieurs aux natifs, aux locaux. Donc déjà, c'est pas très logique. Et on nous parle d'autant plus de la mécanisation, de la robotisation de l'emploi dans le futur. Bah, dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi on fait venir de l'immigration au prétexte, comment dire, du besoin économique, alors qu'on nous parle de robotisation et de robots qui demain vont remplacer les salariés humains.
Et avec cette logique, comme qu'on fait venir de l'immigration pour obtenir nos 3 salariés qui permettront de payer une retraite, ce qu'il oublie de dire, c'est que ces gens, cette immigration qui travaille, demain, elle deviendra retraitée. Donc si je suis dans un schéma purement théorique où 3 immigrants, on va dire moins, mais en tout cas qui participent à créer le ratio, le rapport 3 salariés, 1 retraité, ces gens-là demain deviendront retraités. Ça va justifier donc de prendre 3 fois plus d'immigration qu'avant pour gérer cette immigration. Donc on va passer à 9, et 9 on va passer à 27, etc. Il est en train de réinventer la pyramide de Ponzi de Bernard Madoff, mais vous remplacez l'argent par de l'immigration. Et je ne vois pas pourquoi la France a vocation comme ça, toutes les générations, à prendre 3 fois plus d'immigration, en tout cas beaucoup plus sans cesse, de façon croissante. Et la France n'a pas vocation à avoir demain 100 millions, 150 millions, 200 millions d'habitants. À un moment donné, les problèmes ne se fuient pas éternellement, comme je le dis sans cesse. Et pour améliorer les pays sur place, voilà, il faut être obligé effectivement de réduire massivement l'immigration et de ne donner plus de choix aux gens que de n'avoir nulle part où fuir et du coup d'améliorer la situation dans leur pays. Et si je donne simplement un petit mot sur l'aspect socio-culturel, moi il y a une phrase que je dis souvent, c'est en fait le monde occidental, en tant que champ de valeurs, d'idéaux culturels et intellectuels, n'a de sens dans notre monde d'aujourd'hui, surtout que par rapport à l'islam. Parce qu'en réalité, en Russie, ils vivent à l'occidental. Au Japon, en Chine, en Corée du Sud, ils vivent à l'occidental. En Océanie, dans la plupart des pays, ils vivent à l'occidental, même s'il y a des particularismes locaux. Dans beaucoup de pays d'Afrique, notamment chrétiens, ils vivent à l'occidental. En Amérique du Sud aussi, en Amérique du Nord. Le problème, c'est que l'islam, je pense notamment à ça, parce que l'immigration islamique est très importante comme part dans le total de l'immigration en France. La culture islamique n'est pas seulement une culture différente de la culture occidentale, si je puis dire, dans ses grandes lignes, mais elle est surtout contradictoire. Elle est le contraire total. Et pour moi, une immigration harmonieuse, l'homogénéité culturelle pour moi et sociale, c'est un facteur de paix sociétale supérieur à la croissance économique. Et pour moi, faire venir, importer massivement une culture qui a dans ses mœurs, dans ses grandes lignes, des tenants et aboutissants culturels totalement contraires aux nôtres, ça ne peut que favoriser encore plus effectivement le multiconflictualisme, des problèmes avec les populations locales. Ça se vérifie d'ailleurs en France. Moi, j'ai jamais entendu parler d'un Français qui me dit j'ai été obligé de fuir ce quartier chinois, ce quartier vietnamien, je me sens pas à ma place, ce quartier juif, ce quartier chrétien. À chaque fois que quelqu'un témoigne du fait qu'il est obligé de fuir un quartier parce qu'il ne s'y sent plus à sa place, il s'y sent dépossédé de sa propre culture originelle française, bizarrement, le quartier est toujours un quartier à dominante culturelle islamique. À un moment donné, il faut se poser des questions. La ghettoisation se fait dans les deux sens. Peut-être que des gens se concentrent dans des endroits parce que ça coûte moins cher le loyer, mais il y a aussi la réalité de gens qui fuient ces quartiers. Et maintenant, on a le recul sur plusieurs générations de voir des quartiers musulmans en France où maintenant on peut voir quand même des tendances générales, tant en termes de recul de droits des femmes qu'en termes de danger pour la liberté de penser. Et voilà, moi je pense qu'effectivement, tant d'un point de vue économique que d'un point de vue socio-culturel. Et culturel. Oui, également, oui. L'immigration, en tout cas, selon moi, ne se justifie pas aujourd'hui dans les proportions qu'on a en France. Je ne sais pas à quoi on aboutit, mais on a abouti à une France que je reconnais de moins en moins à mesure que les années passent, une France où la laïcité recule, où les droits des femmes reculent, où il y a un retour de l'antisémitisme, ce qui selon moi n'est pas motivé par une revanche des néo-nazis, j'y crois pas trop, par une France où les gens se fuient de plus en plus, des communautés apparaissent qui se concurrencent entre elles et se fuient de plus en plus. Ce n'est pas l'idéal que je me fais de la France. Vous pouvez nous dresser, Magid, à peu près 2 portraits types de migrants idéaux, si on veut dire, le bon migrant ou le mauvais migrant. Alors d'immigration, vous voulez dire légale? Légal, fatalement. D'accord. Parce qu'un migrant idéal, pour moi, c'est un migrant qui reste chez lui. Fatalement. Pour moi, un migrant, c'est clairement quelqu'un d'illégal. Mais je peux vous dresser un portrait type donc, de l'immigration idéale dans notre pays et l'immigration pas idéale. Alors, d'abord, pour moi, l'immigration idéale, je pense que c'est un minimum d'humilité quand on arrive dans une terre d'accueil. Quand même. Il y a des lois qu'on est obligé de respecter. Et puis, il y a des espèces de lois qui ne sont pas forcément écrites, qui ne sont pas des codifications juridiques et qui paraissent être de l'ordre du respect des autres. Par exemple, si je vais au Japon, je suis dans le métro, je ne suis pas au téléphone en train de gueuler fort en français, en train d'avoir une conversation, parce que je me dis, peut-être les gens ne comprennent pas ce que je dis, peut-être ça peut leur sembler menaçant, peut-être qu'une expression en français ou l'imbriquement d'une fin de mot français et du début d'un autre mot, ça peut former une insulte en japonais. Donc voilà, j'ai la discrétion en tout cas de ne pas être exubérant, de plutôt être assez discret, voilà, faire preuve d'humilité.
Et il y a des immigrations qui viennent en France, ils posent un pied sur la France, tout de suite ils réclament des droits, ils réclament des choses, etc. Je ne sais pas comment ils font, comme si ça leur était dû. Voilà, moi en tout cas, peu importe de quelle manière je devrais émigrer, mais je resterai en France parce que voilà, je m'y sens mieux que nulle part ailleurs et j'ai pas envie de quitter la France. Mais en tout cas, je ferai preuve d'humilité. L'humilité, ça passe aussi par plein de choses. Ça veut dire que quand l'équipe de foot de votre pays de départ, elle gagne, vous agitez pas des drapeaux au milieu des Champs-Élysées à bloquer les routes. Voilà. En l'occurrence, je pense par exemple à l'immigration voilà, sino-vietnamienne, originaire du Laos, du Cambodge. Quand l'équipe locale, enfin leur équipe gagne au cricket, on va dire, parce que le foot c'est peut-être pas trop leur spécialité ou le foot, je les ai jamais vus agiter les drapeaux. Il y a d'autres types de populations en France qui ont une tendance à agiter des drapeaux pour rien du tout, et même à venir avec leur drapeau algérien parfois, alors que le match c'est Nicaragua-Suriname, enfin des trucs qui n'ont rien à voir, mais ils viennent quand même avec leur drapeau algérien. Après, il y a d'autres caractéristiques effectivement. Qui selon moi définissent quelqu'un qui est une immigration idéale pour moi. C'est quelqu'un qui ne vient pas pour cracher sur l'histoire de France et critiquer les ancêtres des Français. Et encore une fois, si je reprends mon exemple tout à l'heure de l'Indochine, la guerre d'Indochine a été aussi sanglante et aussi rude que la guerre d'Algérie. J'entends pas, moi, des Vietnamiens, Sud-Chinois, Laotiens, Cambodgiens, réclamer, enfin parler sans cesse de repentance, réclamer voilà, des droits, des excuses, etc. Ils sont passés à autre chose. Je ne suis pas en train d'amoindrir la portée de la gravité de guerre ou de conflit. Je crois que ça a été un phénomène universel des conflits entre différentes nations, comme l'esclavage, comme d'autres catastrophes. Mais je ne trouve pas normal que, plus par exemple de 60 ans après, on entende des jeunes Algériens qui ont moins de 30 ans ressasser encore une guerre d'Algérie qu'ils n'ont jamais connue. L'Algérie a voulu son indépendance, ils l'ont obtenue après la guerre, et toute la jeunesse algérienne, en grande majorité, ne rêve que d'une chose, c'est de venir dans les pays occidentaux, et ça, c'est pas normal. Et c'est valable pour la plupart de tous les pays musulmans, leur jeunesse. Les jeunesses du monde entier, en fait, toutes les jeunesses, d'une manière générale, ont des aspirations naturelles, comme par exemple le fait d'aimer librement et le fait de penser librement. Et les pays musulmans du monde sont les derniers de la classe dans ces domaines. Du coup, leur jeunesse ne rêve que d'une chose, c'est de venir s'installer dans les pays occidentaux. Et effectivement, voilà, c'est de la frustration qui est traduite. Moi, je pense que leurs pays de départ ne s'amélioreront et ne feront la révolution, en tout cas, que si ils font en sorte de s'interroger sur eux-mêmes, de s'interroger sur leur propre identité. Mais ce n'est pas normal que plusieurs décennies après un conflit, on ne parle encore plus que jamais voilà, de la guerre d'Algérie. Je pense qu'il faut tourner la page pour arriver à faire la paix des deux côtés des deux rives, les Algériens dans l'idéal chez eux et les Français chez nous tant qu'à faire. Voilà. Après, pour ce qui est d'autres caractéristiques, c'est quand on fait des enfants, pour cette immigration, je voudrais que cette immigration fasse des enfants qui soient respectueux des autres, qui ne fournissent pas en troupes les racailles qu'on a en France, des terroristes ou qui ne remplissent pas les prisons. Là encore une fois, vous avez l'immigration d'origine ex-Indochine qui, à ma connaissance, ne remplit pas les prisons, ne fournit pas des racailles en masse, que ce soit dans les faits réels ou même dans l'imaginaire. Moi, je suis d'origine algérienne, je suis pas stupide, je sais très bien que dans l'imaginaire, l'arabe aujourd'hui peut avoir mauvaise presse en France, même à cause peut-être de balises référentielles ou d'idées ou de stéréotypes qui peuvent être valables ou non. Je vous donne un exemple tout bête, par exemple dans le trafic de drogue, le vocabulaire pour signifier le gars qui est chargé de surveiller si les flics n'arrivent pas, c'est chouf, c'est le verbe arabe chouf, c'est pas le verbe suédois isknur, ou je sais pas comment ça se dit, il va y avoir un O avec une barre oblique et un umlaut par-dessus, j'en sais rien. Voilà, je sais pas comment on dit voir en suédois, je m'excuse pour les Suédois qui regardent cette interview. J'y peux rien, je suis désolé, j'aurais bien voulu que ce soit un autre verbe, malheureusement c'est le verbe chouf. Donc ça ne fait qu'entretenir encore une fois voilà, une mauvaise image pour toute la communauté supposée, parce que moi je me sens que appartenir à la communauté française, voilà. Et je pense qu'effectivement, pour moi, l'immigration idéale, effectivement, c'est de l'humilité, c'est de la discrétion, c'est le fait effectivement de se fondre dans la masse, c'est d'accepter la culture française, de respecter les Français, de respecter un minimum leur histoire, de respecter un minimum leurs ancêtres et leur culture. Moi, si je vais en Allemagne demain, j'ai besoin voilà, pour des questions économiques ou pour une opportunité d'emploi, mais comme je vous l'ai dit, je vais rester en France bien évidemment, parce que je pense que je suis plus utile pour la France, j'ose l'espérer en tout cas. Je ne vais pas passer mon temps à aller en Allemagne à cracher sur l'histoire et à dire sur leur histoire, à dire attendez, vos nazis ils ont envahi la France, vos nazis ont envahi la France. À un moment donné, voilà, moi je suis un laïc issu de l'histoire de la France qui estime que
le mérite n'est pas filial, le mérite de ton père, il ne t'est pas attribué d'office, il doit y avoir un minimum d'effort de ta part, et c'est pareil pour la culpabilité. Je ne vais pas reprocher à un Allemand d'aujourd'hui le nazisme supposé d'un de ses ancêtres, moi-même en portant de façon filiale la peine qu'a subi un Français du passé et me l'approprier aujourd'hui. À un moment donné, il faut essayer d'avancer. Voilà, et je pense que voilà, l'immigration idéale que je voudrais tout simplement, c'est l'immigration qui se fait oublier et dont on ne se pose même pas la question du niveau de patriotisme ou d'intégration. Je pense notamment par exemple encore une fois à l'immigration d'origine sino-vietnamienne. Et malheureusement, il y a d'autres types d'immigration en France vis-à-vis desquels on a tendance à s'interroger sur leur niveau d'immigration. Et pour moi, ça dit quelque chose, ça dénote des ressorts qui ne sont pas uniquement quantifiables avec des chiffres. Il y a aussi des impressions réelles, des choses qui relèvent de la culture, des mœurs, du champ de valeurs que tout un chacun possède. Je vous ai entendu dire il n'y a pas si longtemps sur une chaîne radio que le Japon, contrairement à la plupart des pays occidentaux, n'a jamais importé massivement l'islam sur son territoire. Que pensez-vous de ce choix? Et qu'arriverait-il à ce pays si, selon vous, il s'ouvrait dorénavant à l'immigration islamique comme en France ou en Angleterre? Comme je vous l'ai dit, l'homogénéité culturelle pour moi dans un pays est un facteur de paix sociale bien supérieur à la croissance économique. Je pense que la culture, le Japon, d'une manière générale, a un modèle culturel assez proche des standards occidentaux. Et votre question me fait m'interroger sur à quoi ressemblerait la France de 2018 s'il n'y avait pas d'islam, disons. Et je pense que si le Japon décidait finalement d'ouvrir ses portes à l'immigration islamique, je pense qu'ils feraient. En fait, ils auraient plus de désavantages que d'avantages, clairement. Parce que, en fait, il y aurait une constante qu'il y a dans la plupart des pays occidentaux, c'est que cette immigration revendiquerait beaucoup de choses, demanderait beaucoup de choses, créerait beaucoup de débats publics. Et moi, c'est ce que je dis souvent, l'ironie du sort du vivre ensemble en France avec l'islam, c'est d'être obligé d'arranger des problèmes qu'on n'aurait jamais eu sans l'islam. Vous voyez, c'est assez étrange. Et je pense qu'effectivement, s'ils devaient ouvrir leurs portes à l'islam, demain apparaîtraient des débats et des problématiques, déjà ne serait-ce que sur leur propre histoire personnelle peut-être, qui devrait être revisitée ou en tout cas débattue, sur leur façon d'abattre la viande qui apparemment ne serait pas la bonne, parce qu'eux, ils ont aussi des traditions de Noël qu'ils ont prises, qui sont des traditions sécularisées, qui sont de l'ordre du folklore. Mais demain, le sapin de Noël dans leurs écoles maternelles pourrait être prise par beaucoup de populations islamiques comme une offense à leurs croyances. Demain, leur libre caricature dans le journal, même si c'est le fait d'une minorité islamique, même si la majorité des musulmans est sans doute pacifiste, une minorité agissante suffit à toujours influencer l'ordre général. Dans tous les pays du monde, que ce soit des démocraties ou des royaumes, c'est toujours une minorité représentante qui dirige la majorité. Et c'est aussi valable pour une salle de classe en France au collège. Il suffit de 3 ou 4 fouteurs de merde dans une classe de 25 élèves et ça suffit à dicter un ordre, plutôt un désordre si je puis dire, social dans la classe. Et bien de la même façon, j'ai l'impression que l'immigration islamique, où qu'elle aille, traîne son lot, certes minimal, mais incompressible, de racailles, d'islamistes revendicateurs et de terroristes, et ça aboutira toujours à des mêmes demandes, des mêmes exigences. Voilà, et je pense que le Japon, selon moi, n'a pas spécialement d'intérêt à ça, sauf peut-être d'un point de vue économique, et encore ça peut être discutable, s'ils veulent s'ouvrir de nouveaux marchés éventuellement intérieurs. Mais moi je dis que si demain ils ouvraient leurs portes à l'immigration islamique, ils devraient connaître a priori les problèmes qu'ont connus la plupart des pays occidentaux qui ne sont pas communautaristes, mais qui ont une culture dominante, qui est valable pour tout le monde. Et demain, il y aurait des musulmans effectivement au Japon qui réclameraient le droit d'avoir des mosquées parce que c'est un besoin pour eux, mais moi je ne trouve pas que c'est un besoin. On a besoin de boire et de manger, mais on n'a pas besoin de prier Allah. S'ils ne sont pas contents, ils prient chez eux, comme je le dis toujours. Et s'ils n'ont pas envie de prier dans leur maison au Japon, qu'ils retournent dans un pays musulman, ils auront les mosquées nécessaires. Après, ils font ce qu'ils veulent, de toute façon, ça ne me regarde pas. Voilà. Et de la même façon, je pense que ça ne peut que poser des problèmes, que ouvrir des débats publics inutiles sur un puits sans fond à revendications qui, une fois qu'ils les obtiendront, justifieront des nouvelles revendications. Et moi, je pense qu'il existe encore une fois des immigrations plus discrètes qui réclament peut-être moins, du moins en globalité,
Voilà, et je pense sincèrement, sans vouloir faire de généralité sur les musulmans, je l'ai dit, la majorité est peut-être pacifiste, mais voilà, s'ils veulent des débats chez eux sur la burqa, sur le burkini, sur le voile à l'école et dans l'entreprise, sur les horaires de prière à adapter sur les lieux d'entreprise, sur des médecins hommes agressés parce qu'ils n'ont pas eu le droit de toucher madame qui est enceinte, s'ils veulent avoir tous ces problèmes qui ont été intensifiés ou même apportés tout court par de l'immigration islamique, même des problèmes encore plus graves dont on ne parle pas forcément assez en France, que ce soit des mariages forcés ou de l'excision, même si encore une fois c'est des problèmes minimalistes en termes de proportions, c'est les problèmes qui ne pourraient qu'avoir. Moi je les invite, s'il y a des Japonais qui me regardent, je les invite à continuer dans leur société la plus homogène possible culturellement avec leur modèle culturel japonais et à ne jamais avoir, je le dis même, je crois que si un musulman honnête m'écoute, il se doute bien qu'un pays au XXIe siècle qui n'a pas d'immigration musulmane, il ne peut que avoir des problèmes, ça ne peut que plus lui coûter que lui rapporter, tant d'un point de vue de la paix sociale que d'un point de vue économique, d'importer de l'immigration musulmane. C'est un constat que je fais qui n'a rien d'un jugement de valeur. Je ne suis pas là pour enfoncer les gens, je fais juste des constats factuels, des constats cliniques. De la même façon que je vous ai déjà fait le constat du fait que les pays musulmans sont les pires pays au monde où vivre quand on est une femme ou un libre penseur. Moi je fais un constat tout bête, il y a une cinquantaine de pays musulmans dans le monde, vous ajoutez Israël à la liste, et bien le pays parmi tous les pays musulmans dans le monde, plus Israël, qui donne le plus de droits et de libertés aux femmes musulmanes, c'est Israël. Peut-être ça va gêner les musulmans, mais il faudrait à un moment donné qu'ils s'interrogent. Il semble y avoir une constante culturelle qu'on peut voir dans à peu près tous les champs civilisationnels musulmans, où les musulmans sont majoritaires, où c'est eux qui dictent l'ordre dominant. Et apparemment, même leurs immigrations, quand elles viennent dans des pays occidentaux, semblent petit à petit voilà, perpétuer et réclamer ironiquement les raisons culturelles qui les ont fait fuir, je pense, voilà, de leur pays de départ.